Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Mon Espace Santé. Donc, ce sera un webinaire qui va être tout couloir, donc un webinaire qui va être assez généraliste sur les sujets autour de Mon Espace Santé. Donc, je vais vous donner un petit peu d'informations générales sur le sujet. Donc, on va passer 1 heure ensemble pour parler justement de Mon Espace Santé, et notamment donc, du DMP, de la messagerie citoyenne. Dans le chat, si vous en avez, il n'y a aucun souci, on y répondra. Alors j'y répondrai très certainement en fin de session pour qu'on puisse dérouler l'ensemble du webinaire. La session pour information, elle est enregistrée et n'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à vous inscrire à des prochains webinaires, donc soit des webinaires du grade PACA IS, donc vous avez un catalogue à disposition avec l'ensemble des webinaires, soit également les webinaires donc, de la structure qui est rattachée également au grade PACA, qui est la structure du GRIV. Donc ce sont des webinaires qui ont attrait à... Donc, je vais vous accompagner durant cette heure. Donc, je m'appelle Sébastien Grandperrin. Je suis chef de projet SIS, donc SIS pour Système d'information de santé, au sein du grade PACA IS, donc Innovation e-Santé Sud. INS qualifié notamment du sujet des certificats logiciels qui sont extrêmement importants pour pouvoir alimenter mon espace. Rappel du contexte Ségur. Alors, je ne sais pas si vous avez il y a des petits soucis de connexion. Moi, de mon côté, je ne sais pas si vous, ça fonctionne bien. On a un petit peu des coupures de son. Alors, au niveau des textes réglementaires, donc il faut savoir que le sujet de mon espace santé est encadré par... Ouais, effectivement, moi aussi j'ai des coupures de son. Alors attendons, on va essayer de voir. Ouais, on va essayer de voir si on peut rétablir ça. Tuc, tuc, tuc. Est-ce que c'est mieux? Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux? Je pense que là, ça devrait mieux fonctionner. Dites-moi si vous m'entendez mieux. Oui, on t'entend mieux là. Parfait. Parfait. Non, mais j'ai changé de mode de connexion, donc ça devrait être bon. Normalement, vous devriez bien m'entendre. Donc, on va reprendre. Donc, je disais au niveau des textes réglementaires de référence. Donc, ça, c'est pour le sujet du Ségur. Hein. Il y a un article principal qui traite du sujet, c'est l'article L-15 du Code de la santé publique qui, justement, traite du DMP et de la messagerie sécurisée, qui notamment dit que chaque professionnel de santé, quel que soit son mode et son lieu d'exercice, doit reporter donc dans le DMP, donc dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, tous les éléments diagnostiques, thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins. Et la liste de ces documents est encadrée par un arrêté, donc c'est ce qui est écrit dans la slide, donc c'est l'arrêté du 26 avril 2022. Et donc cet arrêté du 26 avril 2022, il liste les documents qui sont justement soumis à cette obligation.
Donc, il y a de nombreux documents qui sont soumis à cette obligation. Donc, notamment, ça peut être les lettres de liaison de sortie d'hospitalisation, les comptes rendus opératoires, etc., etc. Et également, il y a l'obligation d'envoyer par messagerie sécurisée donc de santé les documents d'intérêt aux médecins traitants ou médecins adresseurs, médecins prescripteurs, et également au patient lui-même. Il y a également un nouvel arrêté qui a été révélé il n'y a pas très longtemps. C'est l'arrêté du 26 octobre 2023 qui porte approbation du référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif à l'accès des professionnels donc, au dossier médical partagé. Donc pareil, hein, c'est un arrêté qui est assez gros, qui liste en fait toutes les obligations que doivent respecter les professionnels de santé et également les éditeurs pour pouvoir accéder derrière au DMP et alimenter le DMP. Donc le Ségur du numérique en santé, hein, pour résumer très brièvement, mais c'est un très gros programme. Donc c'est un programme national dont le but effectivement était de généraliser et de fluidifier donc le partage et l'échange de données de santé et de sécuriser bien évidemment ces échanges. Donc partage de données de santé entre les usagers et également entre les professionnels. Le but, hein, c'est que chaque citoyen, donc chaque usager, dispose d'une vision consolidée, en définitive, de tout son parcours de soins. Donc, ce qu'on voit justement sur le graphique à droite, on voit vraiment qu'il y a l'usager qui est au centre du dispositif, avec notamment donc, Mon Espace Santé, qui est la plateforme dédiée aux usagers. Et vous avez donc tout autour les différents couloirs que sont la pharmacie, les établissements de santé, le médico-social, la radio, la biologie médicale, la médecine de ville, qui vont interagir avec justement l'usager au travers de Mon Espace Santé, en alimentant le DMP des patients, en leur envoyant des messages sur leur messagerie sécurisée. Les usagers de leur côté pourront également répondre à ces messages. Et également, il y a l'interaction des professionnels entre eux, mais ça, ce n'est pas nouveau, hein, c'est l'interaction avec la messagerie sécurisée de santé. Donc, c'est un gros programme, hein, il y a 2 milliards d'euros qui a été engagé dans ce programme, 1,4 milliard d'euros dédiés spécifiquement au partage de données de santé et 600 millions d'euros qui sont dédiés bien spécifiquement au médico-social sur 5 ans. Alors, Mon Espace Santé a été pensé pour être un service public numérique universel. Donc, ça a été lancé en février 2022. Donc, maintenant, ça fait plus de 2 ans que Mon Espace Santé a été lancé. Tous les comptes des usagers ont été créés automatiquement. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'opt-out. Donc, tous les comptes ont été créés en février 2022 de l'ensemble des assurés sociaux en France, sauf opposition. C'est-à-dire que les usagers avaient un délai de 6 semaines pour s'opposer à la création de leur profil Mon Espace Santé. S'ils ne s'y sont pas opposés, leur profil Mon Espace Santé a été ouvert. Bien évidemment, hein, ce n'est pas parce qu'il est ouvert que tout à chacun en tant qu'usager, on ne peut pas le fermer. On peut tout à fait le fermer à tout moment et on peut également le réouvrir si on le souhaite. C'est des logiciels métiers compatibles également, donc il y a une mise à jour des logiciels qui est nécessaire hein, pour pouvoir derrière alimenter correctement le DMP et interagir également avec les patients au travers de la messagerie sécurisée. Donc cette mise à jour des logiciels, elle est financée notamment au travers d'un programme, d'un dispositif qu'on a appelé le dispositif SONS pour système ouvert et non sélectif, qui est un financement directement dédié alors, aux éditeurs. Donc, effectivement, quand un éditeur installe une solution ou a installé une solution, parce que le dispositif SONS a bien avancé dans le sanitaire, il est encore en cours dans le médico-social, il y a effectivement un financement qui était destiné à l'éditeur pour pouvoir équiper donc, les structures sanitaires et médico-sociales. Les financements, donc il y a aussi des dispositifs financiers incitatifs, donc notamment des programmes, hein, le programme SONES dans le sanitaire, donc qui va probablement être reconduit potentiellement avec la vague 2 du Ségur. Il y a également ESMS numérique, il y a également l'avenant 9 à la convention médicale, donc ça c'est pour les libéraux. Et les obligations réglementaires, mais ça on en a parlé, hein, le fameux arrêté du 26 avril qui est lié à l'article L1111-15 du Code de la santé publique. C'est une question qui revient souvent, donc on va la traiter tout de suite, puisque c'est le sujet de la sécurité. Alors, c'est un sujet qui intéresse aussi bien, pour le coup, les usagers que les professionnels de santé, parce que les professionnels de santé, il ne faut pas oublier que ce sont également des usagers eux-mêmes, hein, ils sont utilisateurs également du système de santé. Les données sont hébergées en France, donc effectivement, toutes les données qui sont hébergées sur Mon Espace Santé, donc tous les documents sont hébergés en France, c'est-à-dire que les serveurs
physiquement parlant, sont présents sur le territoire français. Les serveurs, bien évidemment, ils sont soumis aux plus hautes normes de sécurité et notamment la certification qu'on appelle HDS pour hébergeur de données de santé. La confidentialité et la sécurité des données sont bien évidemment garanties par le ministère de la Santé, l'assurance maladie également. Et tous deux, ils sont accompagnés par une structure étatique, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, donc l'ANSSI, qui accompagne justement l'État français sur tout ce qui est sécurisation des systèmes d'information et notamment, du coup, le sujet de mon espace santé. On parle de données de santé, mais on parle de données de santé également à caractère personnel, donc ces données de santé identifiantes, rattachées à des individus, à des personnes, et donc forcément ces données sont soumises aux standards RGPD, donc le fameux règlement européen dont on entend souvent parler. Et en plus de ça, en France, on a une structure étatique également qui est la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui veille justement à ce que les règles, notamment le règlement européen, soient respectées dans le cadre notamment de mon espace santé, mais pas que, puisque le règlement européen s'applique à toutes les données à caractère personnel. L'outil, bien évidemment, est construit avec des comités citoyens qui sont impliqués dans la feuille de route de mon espace santé. L'idée, c'est d'intégrer leur retour et qu'ils puissent participer également aux travaux. Donc, l'idée, c'est pas de mettre les citoyens de côté, c'est vraiment qu'ils sont impliqués également dans ce sujet de mon espace santé. Alors, les fonctionnalités de mon espace santé, on a 4 grandes fonctionnalités. Alors aujourd'hui, on peut le dire, on a enfin 4 grandes fonctionnalités, puisqu'effectivement, on en avait 3 jusqu'à pas très longtemps. Maintenant, on en a bien 4. Donc, la première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité que vous avez en bleu foncé, qui est la fonctionnalité dossier médical. Donc, cette fonctionnalité, vous allez retrouver les documents de santé. Donc, les documents de santé, c'est tous les documents qui ont été alimentés par l'usager lui-même ou alors les professionnels de santé. Donc, ça va être par exemple les lettres de liaison, les ordonnances, des comptes rendus de biologie, d'imagerie, des comptes rendus opératoires, etc. Donc, ça, c'est tous les documents qui alimentent mon espace santé. Documents qui peuvent derrière être consultés par l'usager lui-même, bien évidemment, et les professionnels de santé s'il les y a autorisés. Et vous avez également la partie donc, profil médical, qui est l'alimentation et la consultation donc, par l'usager de son profil médical. Donc, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez renseigner vos allergies, vos antécédents, vos habitudes de vie, vos vaccinations, vos mesures, vos directives anticipées également. Et toute cette brique que vous avez ici en bleu foncé, elle s'appuie sur le dossier médical partagé. Donc, très souvent, on dit le dossier médical partagé a disparu, vive mon espace santé. Ce n'est pas réellement exact, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dossier médical partagé est une brique, au final, de mon espace santé, et c'est la brique qui s'occupe de gérer toute la partie documents de santé et profil médical. Deuxième fonctionnalité, en turquoise ou en cyan, la partie messagerie. Donc, la partie messagerie, on dira messagerie, messagerie de santé, messagerie citoyenne de santé. Donc, il y a plusieurs terminologies qui cohabitent. Donc, c'est la réception en toute sécurité d'informations personnel en provenance de l'équipe de soins de l'usager, donc via un service de messagerie sécurisé. Donc, c'est le service de messagerie sécurisé, on va dire de base, qu'utilisaient les professionnels de santé entre eux. Maintenant, ce service, il a été ouvert aux usagers eux-mêmes en leur créant des boîtes aux lettres de messagerie sécurisée de santé sur leur profil Mon Espace Santé, qui vont leur permettre d'interagir de manière sécurisée avec les professionnels de santé. Petite note, maintenant, l'usager peut envoyer directement ses ordonnances également à la pharmacie pour qu'il puisse préparer donc, la délivrance des médicaments. Le catalogue de services, donc catalogue de services qui sont des applications de santé qui sont référencées par l'État. C'est des applications qui répondent à un cahier des charges et qui vont être référencées sur ce catalogue. On en parlera un peu plus avant par la suite. Et également, donc, nouveauté 2024, donc ça, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois on est en mai, c'est arrivé fin avril, donc c'est vraiment tout neuf. C'est l'agenda qui était déjà annoncé depuis un moment, qui permet d'agréger tous les événements liés au parcours de soins de l'usager. Donc ça, on en parlera également par la suite. Je vous présenterai également les fonctionnalités de l'agenda. Alors, pour bien comprendre, parce que c'est vrai que souvent, il y a des confusions sur le sujet entre mon espace santé, le DMP, la messagerie sécurisée. Donc, vous avez ce schéma. Donc, les professionnels de santé, ce qu'il faut noter, c'est qu'ils n'utilisent pas mon espace santé.
Alors, ils utilisent mon espace santé, les professionnels, bien évidemment, en tant qu'usagers eux-mêmes du système de santé, puisque eux-mêmes sont usagers, hein. Mais en tant que professionnels de santé, ils ne vont pas utiliser mon espace santé. Mon espace santé, c'est vraiment le service qui est réservé et dédié aux usagers. Donc, les usagers, dans mon espace santé, vont notamment retrouver leur dossier médical, ils vont retrouver également leur messagerie de santé. De leur côté, les pros, quand ils vont vouloir interagir justement avec le dossier médical de l'usager, eux, ils ne vont pas se connecter à mon espace santé, ils vont se connecter au DMP. Et donc, ils vont se connecter au DMP pour consulter et alimenter des documents, soit depuis leur logiciel métier dès lors qu'il est compatible, soit directement, ils peuvent le faire également depuis le site dmp.fr, donc ce qu'on appelle le web DMP. Pour la messagerie, c'est pareil. Les professionnels de santé, pour interagir avec les usagers, donc leurs patients, ils ne vont pas utiliser la messagerie de santé de mon espace santé. Ils vont utiliser leur mailer, leur boîte mail de messagerie sécurisée de santé à eux pour pouvoir envoyer des messages à leurs patients sur leur messagerie de santé. Donc ça, c'est leur boîte de messagerie sécurisée de santé conventionnelle qu'ils utilisent déjà de par ailleurs pour discuter avec leurs confrères professionnels de santé de manière sécurisée. Donc, ce qui est important à noter, c'est que la mise à jour des logiciels métiers elle est extrêmement importante parce qu'elle vise à automatiser le partage des documents. Et donc, c'est très important de mettre à jour le logiciel métier pour que derrière, vous ayez automatiquement, en tant que professionnel, tous les outils qui vous permettent d'interagir avec le DMP ou la messagerie sécurisée de santé sans forcément sortir du logiciel métier et utiliser plusieurs logiciels divers et variés à droite à gauche. Donc, c'est pour ça, c'est noté, mais l'objectif, c'est éviter toute action humaine supplémentaire en évitant d'aller faire de la double ou triple saisie effectivement d'informations. Je vais vous présenter donc brièvement les droits d'accès des professionnels de santé. Donc ça, c'est des droits qui sont à la main de l'usager. Donc ça, c'est l'usager qui peut effectivement à sa main gérer ces droits-là sur mon espace santé. Donc un usager, il peut bien évidemment autoriser ou bloquer un professionnel de santé. Donc c'est-à-dire qu'il peut même bloquer un professionnel de santé par anticipation. Donc s'il considère l'usager, qu'il y a un professionnel de santé qui ne souhaite pas que ce professionnel de santé ait accès à quoi que ce soit de son profil Mon Espace Santé, il peut, s'il le souhaite, le bloquer par anticipation. Et ce professionnel de santé, quand il est bloqué par anticipation, il peut strictement rien faire. C'est-à-dire qu'il peut ni consulter l'espace santé, donc le DMP du patient, ni alimenter des documents. Il peut vraiment rien faire. Il y a également l'accès en cas d'urgence par le SAMU. Donc ça, c'est pareil, c'est à la main de l'usager. Il peut, s'il le souhaite, bloquer ou laisser ouvert cet accès en cas d'urgence au SAMU. Donc bien évidemment, si le SAMU accède en cas d'urgence au DMP du patient, il faudra qu'il déclare qu'il accède en cas d'urgence et il faudra également qu'il saisisse un motif. Et il y a également un autre accès qui est prévu, donc en mode bris de glace, l'accès en cas d'urgence par des autres professionnels de santé. Donc si un médecin qui n'est pas forcément un médecin du SAMU souhaite accéder en cas d'urgence en mode bris de glace aux documents du patient qui sont stockés sur son DMP, il peut bien évidemment le faire. Il faut quand même qu'il déclare qu'il accède en cas d'urgence et il faut également qu'il saisisse un motif. C'est pareil. Ensuite, à la main de l'usager, il y a la possibilité de masquer ou de rendre visibles tous ces documents. Donc, effectivement, en tant qu'usager, par exemple, vous pouvez décider que vous souhaitez, par défaut, masquer tous vos documents aux professionnels de santé. Donc là, à ce moment-là, effectivement, vous choisissez de masquer l'ensemble de vos documents. Ou alors, vous pouvez choisir de rendre visibles tous vos documents aux professionnels de santé. Ça, pareil, c'est à la main de l'usager. Vous pouvez également masquer ou rendre visible un document spécifiquement. Donc, s'il y a un document, par exemple, vous avez décidé de rendre visible tous vos documents sur votre espace santé, mais il y a un document que vous considérez comme sensible et que vous n'avez pas envie de rendre visible ou de partager aux professionnels de santé, vous pouvez également masquer spécifiquement ce document-là. Bien évidemment, les documents, ils sont masqués. Alors, attention, pas au professionnel de santé qui a déposé le document, puisque effectivement, c'est l'auteur du document. Donc, l'auteur du document ne va pas lui masquer le document à lui-même, puisque de toute façon, c'est lui qui l'a rédigé. Le document ne sera pas également masqué à ce qu'on appelle au professionnel de santé administrateur et également au médecin traitant. Voilà, le médecin traitant, le professionnel de santé administrateur, ils pourront également consulter ce document. Je vous présenterai juste après ce qu'est un professionnel de santé administrateur. Et bien évidemment, l'usager peut accéder à l'historique d'activité. Donc, c'est-à-dire que sur mon espace santé, tout est ce qu'on appelle tracé ou logué. En langage informatique, on dit souvent logué. Donc, il y a des logs, des traces. Et toutes ces traces sont visibles par l'usager lui-même. Donc, il peut voir à tout instant et à tout moment qui a consulté quoi, qui a ajouté quel document, qui a supprimé un document, qui a fait quoi. Donc, voilà, tout est visible par l'usager. Là, je vous ai mis une petite capture d'écran justement de la gestion des droits dans mon espace santé.
Alors maintenant, les droits d'accès des professionnels de santé eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que peut faire un professionnel de santé? Un professionnel de santé autorisé, il peut bien évidemment donc consulter des documents. Alors attention, tout professionnel ne peut pas consulter tout et n'importe quoi, hein. Il y a une matrice d'habilitation, c'est un gros document officiel, hein, qui est disponible sur Internet, je vous ai mis le lien, qui liste quel type de profession a le droit de consulter tel type de documents. Voilà, donc c'est bien défini. Donc effectivement, un médecin pourra avoir certains documents, un chirurgien dentiste, par exemple, ne pourra pas en voir d'autres, etc. Donc voilà, chaque profession a accès à tel ou tel type de document, et donc ça, c'est bien défini dans cette matrice d'habilitation. Il peut bien évidemment, et je dirais même qu'il doit déposer les documents et informations utiles, puisque je dis il doit, puisqu'effectivement, il y a le fameux article L1111-15 qui dit qu'effectivement, les professionnels de santé doivent le faire. Il peut supprimer un document, mais attention, un document uniquement dont il est l'auteur, il est hors de question d'aller supprimer le document d'un confrère pour une raison diverse et variée. Donc, il ne peut supprimer que ces documents à lui, dont il est l'auteur. Il peut masquer un document à la demande du patient. Donc, par exemple, si le patient, on en a parlé juste avant, il dit moi, je ne veux pas que ce document il soit accessible ou visible par les professionnels de santé, mis à part vous, puisque vous en êtes l'auteur. Est-ce que vous pouvez le masquer? Effectivement, il peut le masquer pour les autres professionnels de santé. Il peut rendre invisible un document au patient. Donc, rendre invisible un document au patient, à quoi ça sert? Ça peut être dans l'attente d'une consultation d'annonce. Donc, par exemple, dans le cadre de pathologies très lourdes et très graves, style en oncologie, dans le cadre de l'annonce d'un cancer, etc. Effectivement, on peut masquer, par exemple, un compte-rendu d'anapathe au patient et attendre l'annonce de la pathologie avant de rendre visible ce compte-rendu d'anapathe au patient. Consulter également l'historique des soins, la rubrique entourage et volonté, donc toutes les directives anticipées, et consulter et également ajouter des vaccinations. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les professionnels de santé administrateurs. Donc ça, c'est un type particulier de professionnel de santé. Donc j'ai déjà eu la question, donc je le réponds maintenant. Qui est professionnel de santé administrateur? Alors en fait, ça peut être tout professionnel de santé à partir du moment où c'est l'usager lui-même qui le déclare. Donc c'est l'usager lui-même sur mon espace santé. Quand il va voir par exemple un professionnel de santé qui s'est connecté à son profil Mon Espace Santé, il va pouvoir le déclarer en tant que professionnel de santé administrateur. Donc c'est une action volontaire et manuel de l'usager lui-même. Et un professionnel de santé administrateur, il a des droits élargis, donc il peut masquer un ou plusieurs documents à la demande du patient, même s'il n'en est pas l'auteur. Il peut également bloquer l'accès à Mon Espace Santé à un professionnel de santé particulier. Il peut consulter l'historique de tous les accès à Mon Espace Santé et il peut également accéder aux documents que le patient a choisi de masquer. Donc voilà, si le patient a choisi de masquer des documents aux autres professionnels de santé, par exemple, ce professionnel de santé administrateur, lui, il pourra quand même consulter ces documents. Par défaut, je vous le dis, le médecin traitant est professionnel de santé administrateur. Donc, le médecin traitant que vous avez déclaré à l'assurance maladie, il remonte automatiquement dans Mon Espace Santé et il est par défaut administrateur. Donc, il a ces accès que vous avez ici sur la droite. Bien évidemment, tout est tracé, hein, on l'a vu juste avant. Un petit focus sur le DMP. Donc, le DMP, ça, c'est la visu, on va dire, professionnelle. Hein. On en a parlé avant, Mon Espace Santé, c'est la visu usager. Le DMP, c'est la visu professionnelle pour interagir avec les documents et le dossier médical. Donc, le DMP, il est divisé en 9 espaces distincts. Donc, ça, c'est la version pro. Donc, vous avez la partie synthèse, traitement, analyse, imagerie, compte-rendu, prévention et certificat. Donc, toute cette partie que vous allez voir en orange, c'est les documents qui sont déposés et classés par les professionnels de santé. Donc, ça correspond sur Mon Espace Santé à la partie qu'on a vue en bleu foncé juste avant, qui était la partie documents de santé et profil médical. Voilà. Donc, tous ces documents, au lieu d'être classés dans la partie documents de santé sans forcément avoir de distinction, comme c'est le cas sur Mon Espace Santé, là, au niveau du DMP, ils vont être classés dans des catégories pour faciliter la recherche pour les professionnels de santé. En turquoise, vous avez les documents qui sont déposés par l'assurance maladie. Et en bleu foncé, l'espace personnel. Là, le professionnel de santé, dans l'espace personnel, il retrouvera tous les documents qui ont été déposés par l'usager lui-même. Donc, voilà, donc si l'usager a déposé des documents, il les retrouvera dans la partie espace personnel. La messagerie de santé citoyenne, donc ça c'est la deuxième fonctionnalité de Mon Espace Santé, la messagerie de santé citoyenne. Donc c'est une messagerie donc sécurisée. Hein. Pourquoi on dit sécurisée? Parce que c'est une messagerie où les échanges entre le professionnel et l'usager vont être chiffrés. Donc c'est-à-dire que s'il y a une interception des données pour une raison X ou Y, ces données-là seront chiffrées, elles ne seront pas lisibles en clair.
c'est la différence avec une messagerie, on va dire, conventionnelle, type Gmail ou Outlook, pour ne pas les citer. Donc, je vous encourage vivement à utiliser la messagerie sécurisée de santé pour échanger avec les pros, plutôt qu'utiliser vos mailers classiques que vous avez tous. Ça permet l'envoi et la réception de pièces jointes. Pour échanger, il faut savoir qu'un usager doit avoir un profil Mon Espace Santé ouvert, bien évidemment. Si vous n'avez pas de profil Mon Espace Santé ouvert, vous n'allez pas pouvoir avoir de messagerie. Donc, à partir du moment où vous avez une messagerie et vous avez un profil Mon Espace Santé, vous allez pouvoir recevoir des messages. Par contre, attention, si vous voulez répondre aux messages que les professionnels de santé vont vous envoyer, il va falloir activer votre profil Mon Espace Santé. Donc, l'activer, c'est quoi? C'est juste se connecter la première fois sur votre profil Mon Espace Santé. Vous allez sur monespacesanté.fr. Vous vous connectez pour la première fois, et quand vous allez connecter pour la première fois, on va vous demander d'utiliser votre carte vitale, etc. Pour activer votre profil Mon Espace Santé, vous allez pouvoir bénéficier des services. Je vous encourage vivement à activer votre profil Mon Espace Santé, sans quoi vous ne pourrez pas bénéficier en soi du service, notamment de réponse, de pouvoir consulter vos documents, etc. De son côté, le professionnel de santé, il doit avoir une messagerie sécurisée de santé, bien évidemment. Donc, il doit avoir ce qu'on appelle une boîte aux lettres MS Santé, donc une boîte aux lettres messagerie sécurisée de santé. Les boîtes aux lettres messagerie sécurisée de santé qui vont permettre d'échanger avec le patient, il y en a deux. Donc, il y a les boîtes aux lettres qu'on appelle nominatives, donc individuelles, qui sont rattachées à une personne, à un individu. Donc, ça va être par exemple la boîte aux lettres d'un médecin. Et il y a également les boîtes aux lettres, ce qu'on appelle organisationnelles, donc les boîtes aux lettres MS Santé, donc d'équipe. Donc, c'est des boîtes aux lettres, par exemple, qui vont être rattachées à un service. Ça va être, par exemple, secrétariat, etc., ou alors cardiologie, etc. Donc, ça, c'est des boîtes aux lettres de service. C'est des boîtes aux lettres qui vont permettre, justement, d'échanger avec les professionnels de santé ou l'équipe de soins. Les règles de fonctionnement, il faut savoir qu'un usager ne peut pas contacter de son propre chef et de sa propre initiative un professionnel de santé. Seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec l'usager. L'usager, lui, ne peut que répondre. Il y a une petite exception qui a été faite pour les pharmacies. Là, dans le cadre des pharmacies, un usager il peut aller chercher sa pharmacie sur son profil Mon Espace Santé, sur sa messagerie. Il va pouvoir directement contacter sa pharmacie pour lui envoyer notamment une ordonnance pour anticiper la préparation de la délivrance des médicaments en officier. Voilà. Le professionnel de santé, à tout moment, il peut mettre fin aux échanges, puisque comme on l'a dit, effectivement, seul le professionnel de santé peut entamer une discussion avec le patient, mais du coup, le professionnel de santé, à tout moment, peut mettre fin aux échanges. Pour ce faire, il a juste à envoyer le mot « fin » en majuscule et entre crochets dans l'objet du message. Tous les documents qui sont envoyés sur la messagerie, bien évidemment, ils peuvent également être intégrés par l'usager lui-même dans son DMP, pour les mettre à disposition des professionnels de santé s'ils le souhaitent. Je vous ai mis une petite capture d'écran de la messagerie de santé citoyenne. Bon, vous avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est un mailer en soi. Donc, vous sélectionnez un destinataire, vous rajoutez un sujet à votre message, vous pouvez ajouter ou pas des pièces jointes, et ensuite, vous avez un corps de message. Le troisième service, c'est le catalogue de services. Donc, le catalogue de services Mon Espace Santé, c'est quoi? C'est des applications, en fait, qui sont référencées. Donc, à peu près des applications, il y en a, je crois, un petit peu moins d'une trentaine à date qui ont été référencées. Donc, ces applications mobiles que vous avez sur votre smartphone. Donc, ces applications qui sont sous Android ou iOS. Donc, vous allez retrouver soit sur l'Apple Store, soit sur Google Play, justement, que vous allez pouvoir télécharger. Ces applications, elles sont référencées. Pourquoi? Parce qu'elles sont bien évidemment donc, dans le domaine de la santé, du bien-être ou du maintien de l'autonomie. C'est une action volontaire de la part d'un éditeur, d'une entreprise, de faire référencer une application. Ce n'est pas l'État qui décide de référencer telle ou telle application, c'est l'éditeur qui fait la démarche justement de faire référencer son application. Et après, par contre, effectivement, c'est l'État qui autorise ou non à référencer cette application. Et pour se faire référencer, donc, il y a tout un tas de critères éthiques et techniques à respecter, avec notamment des règles communes de sécurité, d'interopérabilité, etc., que l'éditeur doit respecter pour pouvoir se faire référencer. Voilà. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un peu de qualité au niveau du contenu. Donc, n'importe quelle application ne peut pas se faire référencer sur Mon Espace Santé. Il faut effectivement que ça soit des applications qui soient dans le domaine de la santé ou du bien-être et qu'en plus, elles répondent à ce cahier des charges. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près une centaine de critères pour se faire référencer, une centaine de critères bien précis que doit respecter l'éditeur. Donc, il doit montrer patte blanche, entre guillemets, pour pouvoir être référencé sur ce catalogue de services.
Ça va arriver prochainement, mais il y aura également le partage des informations entre ces applications et mon espace santé. Donc, ça va être ouvert prochainement, c'est en travaux. Donc, l'usager pourra choisir de synchroniser des informations entre ces applications et son profil mon espace santé. Bien évidemment, il choisira les informations qu'il souhaite de synchroniser et c'est lui qui décidera s'il souhaite synchroniser ou pas. Voilà le catalogue de services dans mon espace santé. Donc, vous avez vu, donc vous avez des applications qui sont listées. Hein. Donc là, je ne vous les ai pas toutes mises, bien évidemment. Hein. Donc là, regardez, il y en a une trentaine. Voilà. Je vois qu'il y en a une trentaine à date, c'est ça. Et donc, vous allez retrouver donc, des applications connues, un type Contamélie, Doctolib, etc., etc., etc. Nouveauté que je vais vous présenter, donc ça c'est l'agenda, donc l'agenda qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ça fait un petit mois que l'agenda est arrivé, donc l'idée en fait de cet agenda c'est que tout à chacun puisse être informé, alerté sur les rendez-vous de prévention et les examens clés à réaliser donc tout au long de la vie et également tout au long de la vie de ses enfants, donc jusqu'à 18 ans bien évidemment, parce qu'après 18 ans, ils sont responsables d'eux-mêmes. Donc, qu'est-ce que vous allez retrouver sur l'agenda de mon espace santé aujourd'hui? Vous allez retrouver donc les 20 examens obligatoires de l'enfant, donc de 0 à 16 ans. Vous allez retrouver également les examens bucco-dentaires, donc qu'on appelle, que vous connaissez peut-être MT-dents, donc pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Vous allez retrouver également l'examen bucco-dentaire annuel. Donc, effectivement, il y a une recommandation, même pour les adultes, hein, de faire un examen bucco-dentaire tous les ans, donc chez le chirurgien dentiste. Vous avez également retrouvé le dépistage du glaucome à partir de 45 ans, les bilans de prévention également, dont on va parler juste après. Et vous allez retrouver également les vaccinations obligatoires et recommandées. Je vous ai mis des liens d'ailleurs pour que vous puissiez consulter quelles sont les vaccinations obligatoires et recommandées sur le site de l'assurance maladie. Donc voilà, donc ça c'est une nouveauté, il y a un mois que c'est arrivé et l'idée effectivement c'est que cet agenda, il soit un petit peu lié au sujet que j'ai présenté juste avant, donc les fameuses applications dont on a parlé, les applications référencées. Donc si on prend par exemple Doctolib ou d'autres, hein, vous allez pouvoir justement, quand vous prenez des rendez-vous médicaux hein, sur votre application type Doctolib, ces rendez-vous médicaux vont potentiellement après derrière pouvoir être interfacés avec votre agenda Mon Espace Santé, vont remonter sur votre profil Mon Espace Santé. Voilà. Bon, bien évidemment, c'est vous qui décidez ou pas d'ouvrir ce droit-là, hein, mais c'est quelque chose qui est en travaux et qui va être amené à se développer. Voilà, je vous ai mis une petite capture d'écran de l'agenda de Mon Espace Santé. Donc, vous avez vu, en fait, c'est sous forme de liste de travail. Vous avez des rappels, des rendez-vous. Vous pouvez vous-même ajouter des rappels ou des rendez-vous. Hein, d'ailleurs, n'hésitez pas. Donc, il y a les rendez-vous par défaut dont je vous ai parlé juste avant qui sont ajoutés par l'assurance maladie. Mais vous-même, vous pouvez également manuellement ajouter des rendez-vous. Et ensuite, il y aura des rendez-vous qui tomberont automatiquement dans l'agenda si vous ouvrez la possibilité de synchroniser les services entre l'agenda Mon Espace Santé et vos différentes applications. Une petite nouveauté qui est arrivée également il n'y a pas très longtemps, donc justement, donc j'en ai parlé très brièvement là, juste avant dans l'agenda. Je vous ai parlé, j'ai prononcé le mot les bilans prévention. Donc effectivement, les bilans prévention, c'est une nouveauté. Donc c'est un dispositif qui a été ajouté qui permet d'analyser les habitudes de vie et le mode de vie des personnes afin d'améliorer le dépistage d'éventuels soucis, problèmes qui pourraient advenir, dont type cancer du sein, etc., mais également les campagnes de vaccination. Donc le bilan prévention, enfin les bilans prévention, ils sont destinés à toute personne, mais à des âges clés de la vie. Donc vous avez des bilans prévention proposés entre 18 et 25 ans, 45 et 50 ans, 60 et 65 ans, 70 et 75 ans. Donc, si vous êtes dans une de ces tranches d'âge et que vous vous connectez sur votre profil Mon Espace Santé, en principe, il va vous être proposé justement de compléter ce bilan prévention. Donc, comment on complète le bilan prévention? On se connecte. Bien évidemment, on fait partie d'une des tranches d'âge qui sont écrites à ce niveau-là. Il y a un auto-questionnaire auquel vous répondez, donc sur Mon Espace Santé directement. Et derrière, il va vous être proposé donc, de prendre rendez-vous avec le professionnel de santé de votre choix. Et ensuite, derrière, avec ce professionnel de santé, vous allez pouvoir bénéficier donc, de conseils personnalisés pour adopter votre rythme de vie, vos habitudes de vie plus favorables pour votre santé. Donc, ça va, par exemple, faire une activité quotidienne, diminuer la consommation d'alcool, diminuer la consommation de cigarettes, etc., etc. Vous allez remplir avec le professionnel de santé un
plan personnalisé de prévention et en cas de besoin, de nécessité, il pourra vous orienter derrière vers des médecins spécialisés, des professionnels de santé spécialisés ou des structures adaptées. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous êtes dans cette tranche d'âge-là, vous vous connectez sur votre profil Mon Espace Santé et à compléter ce bilan prévention. Je vais vous présenter maintenant brièvement les cas d'usage entre Mon Espace Santé et la messagerie de santé citoyenne. Donc, c'est des macro cas d'usage, comme je les ai appelés. Donc, c'est cas d'usage globaux, hein. Bien évidemment, il y a tout un tas de cas d'usage en détail, mais on n'aura pas le temps de les détailler ici. On fait des webinaires spécifiques axés par couloir. Donc, il y en aura notamment au prochain semestre, il y aura un webinaire Mon Espace Santé dédié aux cas d'usage pour le sanitaire. Il y aura également un webinaire Mon Espace Santé dédié au médico-social, où on traitera également des cas d'usage du médico-social. Là, je vais vous présenter vraiment les cas d'usage généraux. Donc, les 3 grands types de cas d'usage qui ont été identifiés, hein, c'est cas d'usage, ce qu'on appelle administratif ou relatif à la qualité de la prise en charge. Le deuxième gros cas d'usage identifié, c'est le cas d'usage de suivi médical entre professionnels de santé et patients. Et le dernier gros cas d'usage, c'est la transmission de documents de sortie. Donc, les 2 premiers gros cas d'usage qui sont ici encadrés en violet, donc c'est des cas d'usage en fait qui tournent autour justement de la messagerie citoyenne de santé qui vont permettre derrière d'ouvrir un canal de discussion patient-équipe de soins avec échange de mails, donc à travers cette messagerie sécurisée, avec ou sans pièce jointe. Voilà. Donc effectivement, là, l'échange va se faire avec l'équipe de soins, donc au travers de la messagerie citoyenne de santé. Et du côté de l'équipe de soins, il y aura utilisation donc soit d'une boîte aux lettres MS Santé organisationnelle, donc d'équipe, hein, soit d'une boîte aux lettres nominative rattachée à un individu, dont on a parlé juste avant. Pour la transmission des documents de sortie, ça sera plutôt un envoi qui sera automatique, donc de documents aux patients. Donc, cet envoi automatique qui va se faire donc, par mail, donc par mail sécurisé sur la messagerie de santé du patient. Comment cet envoi va se faire? Il va se faire à travers une boîte aux lettres MS Santé qu'on appelle applicative. Donc, on a parlé juste avant des boîtes aux lettres MS Santé nominatives rattachées à une personne, boîte aux lettres MS Santé organisationnelle rattachée à une équipe, à un service. Et il y a un dernier type de boîte aux lettres MS Santé qui sont les boîtes aux lettres MS Santé applicatives. Elles sont rattachées à un logiciel. Donc, c'est des boîtes aux lettres automatiques qui vont permettre, par exemple, dès la signature d'un compte rendu, d'envoyer automatiquement ce compte rendu par messagerie sécurisée de santé au patient lui-même. Donc, pourquoi je ne les ai pas mises dans les boîtes aux lettres qui permettent un échange? Puisque ces boîtes aux lettres MS Santé applicatives ne permettent pas à l'usager de répondre. C'est des boîtes aux lettres qu'on appelle no reply, hein, pas de réponse, qui ne permettent pas à l'usager de répondre. Ça permet juste à l'usager de recevoir automatiquement le document sur sa messagerie. Et de l'autre côté, il y a également l'envoi automatique des documents aux patients, pour le coup, sur le DMP depuis le logiciel métier qui sont raccordés. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands types de cas d'usage qui, bien évidemment, sont déclinés dans une myriade de différents cas d'usage en fonction des établissements, des services, des spécificités. Et voilà les 3 principaux. Donc tout ça, ça sert à quoi? C'est effectivement que l'application de tous, elle est importante dans le cadre de Mon Espace Santé. Donc Mon Espace Santé, c'est écrit, mais n'a de valeur que s'il est connu, alimenté et consulté, effectivement. Donc derrière, il y a l'alimentation, donc les 3, là de cette roue que vous allez voir ici, les 3 éléments, c'est l'alimentation du dossier médical et l'envoi de messages vers la messagerie de santé de Mon Espace Santé par les acteurs de santé. Donc ça, c'est la première grosse étape. Derrière, il y a également l'activation et l'alimentation du profil médical donc par les usagers de Mon Espace Santé. Donc ça, effectivement, c'est l'utilisation de Mon Espace Santé et la prise en main par les usagers eux-mêmes. Et il y a également donc la 3e étape, vous avez ici en rose, qui est la consultation du dossier médical et la poursuite des interactions entre les professionnels de santé et les patients. Donc ça, c'est ce que vous avez ici. Donc, je fais fi de la partie en gris qui est justement la partie rattachée aux usagers, qui encourage les usagers à utiliser Mon Espace Santé. Mais la première partie, vous avez ici en bleu foncé, c'est en définitive la vague 1 du Ségur, la vague 1, hein, qui était axée sur l'alimentation et effectivement de faire grossir les profils de Mon Espace Santé et les DMP des patients avec des documents. Et en rose, au final, ce que vous avez, c'est la vague 2 du Ségur qui a été lancée, qui essaie de promouvoir justement la consultation du dossier médical et de faciliter la consultation du dossier médical par les professionnels de santé au travers de leur logiciel métier, et pas en sortant et en allant sur dmp.fr, en facilitant ça, en utilisant directement les logiciels métiers. Donc voilà, donc schématiquement, en bleu, vague 1, schématiquement, en rose, vague 2 du Ségur, vague 1 qui s'est terminée fin d'année dernière, et ici, on est en plein dans la vague 2.
J'en profite, je vois une petite question, mais j'y réponds tout de suite avant de passer à la suite. Les éditeurs de logiciels sont-ils obligés d'intégrer la balle applicative? Alors oui, ça faisait partie effectivement des critères hein, derrière pour pouvoir envoyer automatiquement les documents à la messagerie citoyenne de santé. Donc dans le référencement Ségur, hein, pour qu'un logiciel puisse être référencé Ségur, il y avait effectivement ce sujet de la balle applicative et de pouvoir envoyer en automatique les documents directement sur la messagerie citoyenne de santé du patient et également, pas que la messagerie citoyenne de santé du patient, mais également le médecin adresseur, le médecin prescripteur, le médecin traitant. Voilà. Donc effectivement, les éditeurs en tout cas qui sont référencés, qui sont référencés Ségur, que vous avez pu peut-être avoir dans le cadre du dispositif SONS. Donc pour justement bénéficier du dispositif de financement SONS, il fallait obligatoirement que l'éditeur soit référencé Ségur et donc qu'il intègre cette fonctionnalité-là. S'il n'intégrait pas cette fonctionnalité-là, il ne pouvait pas être référencé Ségur et donc derrière, il ne pouvait pas bénéficier du dispositif SONS. Je vais vous présenter un peu les aspects techniques autour du DMP. Donc là, vraiment, on ne va pas du tout rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet. Il y a 7 grandes étapes nécessaires pour alimenter le DMP. Donc moi, je les ai simplifiées en 7 grandes étapes. Hein. Donc il y a une myriade de petites étapes, bien évidemment, mais on n'aura pas le temps et ce n'est pas l'objet du webinaire de les détailler ici. Donc l'étape 1, hein, ça c'est vraiment si vous n'alimentez pas encore le DMP, puisqu'il y a encore des établissements qui n'alimentent pas. C'est d'acquérir et de mettre à jour les logiciels métiers. Donc, les logiciels métiers, c'est quoi? C'est le RI. Donc, le RI, c'est le référentiel d'identité, hein, qui est pour les gros établissements. Le DPI, donc le dossier patient informatisé, ou pour le médico-social, donc le DUI, le dossier usager informatisé, avec la version Ségur, donc justement compatible DMP INSQ. Donc, version Ségur qui permet d'alimenter le DMP et derrière d'utiliser l'identité nationale de santé, donc l'INS qualifiée. Mettre à jour la PFI, donc ça c'est pour les gros établissements, donc la PFI, donc la plateforme d'intermédiation, portée ou non par le DP ou le DUI, donc avec la version Ségur toujours compatible DMP INSQ. Donc la PFI, c'est l'outil qui va être connecté en définitive au DMP et qui va permettre de faire transiter les messages entre le logiciel métier, donc le DPI, le DUI, et le DMP. L'étape 2, c'est toute la partie qui traite de l'identitovigilance et de l'INS, parce qu'effectivement, il est important derrière de qualifier l'INS des patients. C'est un critère limitant, c'est-à-dire que si on n'a pas une identité qualifiée du patient, on ne peut pas alimenter son DMP. Voilà, puisque l'objectif, c'est alimenter le bon DMP du bon patient. Et donc, si on n'a pas qualifié son identité, on n'est pas sûr et certain de son identité. Derrière, on ne prend pas le risque d'alimenter le DMP, puisque l'identité n'est pas qualifiée. Donc, c'est pour ça qu'il faut anticiper l'authentification du personnel des admissions au téléservice INSI, puisque le téléservice INSI permet de récupérer l'identité du patient quand on l'appelle. Et une fois que l'identité du patient a été récupérée, on va pouvoir derrière valider cette identité avec une pièce d'identité à haut niveau de confiance. Donc, c'est par exemple carte d'identité, passeport, titre de séjour, qui derrière va nous permettre de qualifier du coup l'identité du patient. Et donc, pour ça, pour appeler ce téléservice, il faut disposer soit de carte CPX nominative ou d'un certificat serveur. On va en parler juste après, pour qualifier cette identité. Il faut déployer une organisation d'identitovigilance, parce que l'identitovigilance, ce n'est pas que des outils techniques informatiques, c'est également toute une organisation, donc avec la formation du personnel des admissions, l'information des usagers également, etc. Il faut également disposer de certificats logiciels d'authentification, on en parlera plus avant également après, donc les certificats logiciels pour alimenter le DMP. Donc, il y a le certificat logiciel d'authentification et un certificat logiciel de signature qui sont absolument nécessaires pour derrière pouvoir alimenter le DMP. Étape 5, c'est mettre à jour les modèles de documents de santé avec le cartouche INX et le data matrix. Donc, normalement, aujourd'hui, tout document de santé doit avoir un cartouche, donc un cartouche INS qui reprend toute l'identité du patient. Donc ça, c'est nécessaire. Normalement, sur les documents de santé, vous devez retrouver ce cartouche INS avec tous les critères de l'identité du patient et son matricule INS, etc., etc. Et vous devez retrouver également ce qu'on appelle un data matrix. Donc, un data matrix, c'est ni plus ni moins qu'un petit QR code. Donc, c'est un petit QR code qui va reprendre toutes les informations qui sont présentes dans le cartouche INS. Donc, toutes les informations de l'identité nationale du patient. Donc, ça va être nom de naissance, prénom de naissance, sexe, date de naissance et code géographique du lieu de naissance. Voilà, donc ça, c'est les 5 critères et également le matricule INS. Étape 6,
c'est diffuser l'INS dans les logiciels utilisateurs. Donc, c'est bien de qualifier l'INS, c'est bien d'avoir l'INS à disposition, mais derrière, il faut diffuser cette INS dans les logiciels métiers, donc le DPI, le DUI, la PFI. Et l'étape 7, c'est alimenter le DMP, bien évidemment, et je l'ai remis en gras avec l'INS qualifié, puisque sans INS qualifié, n'oubliez pas d'alimentation du DMP possible. C'est d'ailleurs un réactif limitant, si je peux parler comme ça, pour ceux qui ont fait un peu de chimie, cette qualification de l'identité, puisque si vous avez un taux de qualification qui n'est pas très bon au niveau de l'INS, derrière, forcément, vous allez avoir des taux d'alimentation du DMP qui vont, par voie de fait, ne pas être au rendez-vous également. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, 80%, 70% de taux de qualification d'INS, ça veut dire que vous allez potentiellement pouvoir alimenter que 70% des DMP de vos patients. Voilà, il y a 30% de DMP de patients pour qui vous n'avez pas d'INS qualifié qui, du coup, ne pourront pas être alimentés. On en a parlé juste avant, mais je vais insister un peu sur les certificats logiciels parce qu'il y a souvent des questions et ça génère souvent de très nombreuses questions. Donc, c'est quoi un certificat logiciel? Retenez juste qu'un certificat logiciel, c'est une pièce d'identité numérique. Voilà. Donc, c'est une pièce d'identité numérique qui permet à un logiciel ou un service de pouvoir s'authentifier et s'identifier. Donc, un certificat logiciel, ça va permettre de l'authentification, la signature électronique et la sécurisation et chiffrement des échanges. Donc, si je peux prendre un exemple pour un petit peu schématiser ce qu'est un certificat logiciel, par exemple, admettons, vous devez prendre l'avion, vous allez donc montrer dans votre avion. Quand vous arrivez effectivement devant la porte de l'avion, on va vous demander donc votre billet, c'est une chose, mais on va également vous demander de votre pièce d'identité pour vérifier votre identité, pour voir si effectivement vous êtes bien qui vous prétendez être et vous avez effectivement bien le droit de monter dans cet avion. Voilà, on vérifie votre identité. Un certificat logiciel, c'est pareil. Quand un logiciel, donc votre logiciel métier, par exemple votre DPI, votre DUI, va vouloir déposer des documents sur le DMP d'un patient, le DMP de son côté va faire un petit peu comme l'agent d'accueil au niveau de l'avion. Il va dire mais qui es-tu, pourquoi tu veux déposer des documents, quels documents tu veux déposer. Et donc effectivement, c'est là où intervient le certificat. Le certificat, il va permettre de dire effectivement, je suis l'établissement Intel, j'ai effectivement bien le droit de déposer des documents, j'ai les habilitations et donc je compte déposer des documents sur le DMP de ce patient. Voilà à quoi sert le certificat schématiquement et simplement, c'est une carte d'identité numérique. Les certificats logiciels, ils ont plusieurs usages, donc ils sont portés donc, par une personne morale. Donc certificat org, c'est synonyme de certificat logiciel, c'est un certificat d'organisation rattaché en fait à une personne morale. Donc ils sont rattachés à des personnes morales. Donc dans le sanitaire notamment, ils vont être rattachés au FINES, donc soit le FINES géographique, soit le FINES juridique. Dans le médico-social, c'est pareil, FINES géographique, FINES juridique. Un certificat org, il peut être multi-usage, donc effectivement, on peut implémenter un certificat, et ce certificat il va pouvoir être utilisé pour différents services ou logiciels, à l'exception du téléservice NSI qui dispose d'un nommage spécifique et de son propre certificat. C'est une toute petite spécificité, une toute petite dérogation à la règle qui dit qu'un certificat peut être multi-usage. Et la gestion du certificat peut être déléguée à un tiers. Donc voilà, si vous n'avez pas envie, pas le temps ou pas la compétence pour gérer vos certificats logiciels, sachez que vous pouvez déléguer cette gestion à un tiers et notamment à votre éditeur de logiciel. Donc voilà, donc vous pouvez nommer votre éditeur de logiciel comme administrateur technique et c'est lui qui se chargera de gérer pour votre compte vos certificats logiciels. Voilà, donc vous pouvez déléguer cette gestion à un tiers. Alors, les certificats logiciels, je vous ai remis ici, pareil, c'est schématique, mais c'est les 8 étapes principales pour pouvoir obtenir un certificat logiciel, si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, l'étape numéro 1, c'est de contractualiser avec l'ANS. Il faut que vous contractualisez donc, avec le FINES de la structure via un contrat d'adhésion dont je vous ai mis le lien juste ici. Ça, c'est la première étape obligatoire, c'est contractualiser effectivement avec l'ANS pour pouvoir derrière bénéficier de ces services. Ensuite, il faut que vous identifiez le représentant légal de la structure. Donc ça, c'est le directeur de l'établissement, par exemple. Le ou les mandataires. Donc les mandataires, ça va être des personnes qui vont agir pour le compte du représentant légal en son absence ou s'il est indisponible. Et également, il faut que vous identifiez les administrateurs techniques qui sont les personnes qui vont gérer les certificats de la structure. La troisième
étape, c'est de commander une carte CDE. Donc, une carte CDE, c'est une carte de directeur d'établissement pour le représentant légal de la structure via un formulaire. Donc là, vous avez le formulaire 101 qui vous permet de commander cette carte. Et derrière, il va falloir commander une ou des cartes CPE, donc des cartes de personnel d'établissement pour justement les mandataires et les administrateurs techniques via le formulaire 301. Si les mandataires, ils ont déjà des cartes CPE, vous pouvez les déclarer via le formulaire 502. L'étape 6, c'est de déclarer les administrateurs techniques habilités à gérer les certificats. Et ça se fait via un formulaire qu'on appelle le formulaire 413. Donc le formulaire 413 va vous permettre de faire deux choses. Un, retirer le certificat. Donc la génération et le retrait de ces certificats se fait sur une plateforme qu'on appelle la plateforme de l'IGC Santé, qui est mise à dispo par l'ANS et qui justement est dédiée à la gestion des certificats logiciels. L'étape 8, donc, qui est plutôt l'étape qui va incomber à votre éditeur logiciel, sauf si votre éditeur vous explique comment le faire, hein, mais souvent cette tâche-là incombe à l'éditeur lui-même, ça va être d'installer le certificat, enfin les certificats obtenus sur la solution logicielle, qui est une étape un peu plus technique. Pour vous rassurer, un certificat d'un point de vue informatique, c'est un fichier, hein. C'est ni plus ni moins qu'un fichier. Donc sur votre ordinateur, vous avez des fichiers. Un certificat, c'est un fichier particulier, sécurisé, qui permet justement la fameuse carte d'identité numérique, qui permet d'identifier le logiciel et la structure également. Je vous ai remis ici les 3 certificats qui sont importants dans le cadre de l'alimentation du DMP. Donc, vous avez 2 certificats absolument nécessaires pour alimenter le DMP, qui sont le certificat qu'on appelle OrgSign ou OrgHotCLI. OrgSign, c'est le certificat de signature électronique qui permet d'attester la validité de la signature des documents. Et OrgHotCLI, c'est le certificat d'authentification qui permet d'attester en fait l'authentification de la personne morale, donc de votre établissement, pour pouvoir alimenter le DMP. Donc, ces 2 certificats sont absolument nécessaires. Il n'y a pas de nommage particulier. Il y a un 3e certificat qui est nécessaire, mais ça dépend de votre organisation. C'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté. C'est le certificat OrgHotCLI pour le téléservice CNSI. Donc, je l'ai dit juste avant, mais pour appeler le téléservice CNSI, vous avez 2 choix. Soit vous avez une organisation où vous appelez le téléservice CNSI avec vos cartes, donc vos cartes CPX. Et donc là, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de certificat serveur, mais il faut obligatoirement que vous ayez des cartes et des lecteurs de cartes pour pouvoir appeler ce téléservice. Soit, effectivement, vous décidez de déployer la possibilité d'appeler le téléservice avec un certificat serveur. Et donc, ça vous permet de vous passer des cartes. Vous n'avez pas besoin de carte CPX pour appeler le certificat. Et donc, il faudra que vous obteniez un certificat serveur pour le téléservice CNSI, pour pouvoir appeler le téléservice CNSI, donc sans carte et avec un certificat. Ça, c'est juste que ce n'est pas suffisant pour le téléservice CNSI. Il ne suffit pas juste de commander, de retirer le certificat. Il y a en plus toute une procédure d'auto-homologation qui est nécessaire pour pouvoir appeler le téléservice CNSI avec un certificat serveur au lieu des cartes. Voilà. L'intérêt juste d'avoir le certificat serveur, hein, s'il y a un intérêt, c'est que si vous avez des mouvements importants au niveau de vos secrétariats, si vous avez souvent des intérimaires, si vous avez des départs, des arrivées, l'intérêt, c'est que s'il y a une nouvelle secrétaire qui arrive, par exemple, si vous avez un certificat serveur, elle pourra directement appeler le téléservice CNSI pour pouvoir qualifier des identités. Si vous appelez avec des cartes, il faudra nécessairement attendre de lui commander ou qu'elle ait absolument une carte CPX pour pouvoir appeler le téléservice CNSI. Un petit point d'attention sur les certificats logiciels toujours, c'est que, attention, les certificats logiciels, ils ont une validité de 3 ans. Donc, les cartes d'identité, hein, si je reprends mon exemple des cartes d'identité, en France, elles sont valables 15 ans. En définitive, un certificat logiciel, lui, sa validité, c'est 3 ans. Donc, cette carte d'identité numérique, elle n'est valable que 3 ans. Et donc, il faut penser à la renouveler. Donc, comme une carte d'identité classique, tous les 3 ans, il faut penser à faire le renouvellement de ces certificats. Voilà. Et c'est important de le faire et de l'anticiper parce que si vous ne le faites pas ou vous oubliez de le faire, avant la date d'expiration du certificat, il va y avoir une rupture de service pour les utilisateurs. Donc, par exemple, dans le cadre du téléservice CNSI, vous ne pourrez plus appeler le téléservice CNSI. Dans le cadre du DMP, vous ne pourrez plus consulter le DMP, vous ne pourrez plus alimenter le DMP. Voilà. Donc, c'est important d'anticiper cette fin de certificat. Sachez juste qu'au niveau de la plateforme d'IGC Santé, il y a une notification qui est envoyée 1 mois avant l'expiration du certificat. Donc, 1 mois avant l'expiration du certificat, l'IGC Santé
donc qui est la plateforme au niveau de laquelle on retient les certificats, envoie en automatique un email aux administrateurs techniques en leur disant « Attention, le certificat arrive à échéance, il faut le renouveler ». Petit tooltip que je vous donne, si vous avez du turnover au niveau des administrateurs techniques, au niveau de vos personnels, pensez à déclarer une adresse générique à l'IGC Santé et pas l'adresse personnelle, on va dire, l'adresse professionnelle, pardon, nominative de l'administrateur technique. Parce que si l'administrateur technique s'en va, vous n'aurez pas la notification. Donc, déclarez dans l'idéal une adresse mail générique ou une mailing list. On vous recommande également d'implémenter une alerte. Donc, quand vous commandez un certificat, implémentez une alerte dans vos agendas 3 ans après qui vous dira « Attention, le certificat va arriver à échéance ». Et pour les très gros établissements, même vous pouvez mettre en place, ça ne fait pas de mal, une veille bimensuelle pour anticiper les expirations du mois suivant. Voilà. En cas de changement d'administrateur technique, vous avez un formulaire à disposition pour redéclarer un nouvel administrateur technique. En cas d'arrivée de départ, c'est le formulaire 503. Voilà. Sachez aujourd'hui qu'il y a une nouvelle plateforme qui a été mise en place par l'ANS, qui est la plateforme qu'on appelle Mes Habilitations. Donc, tapez sur Internet, ANS, plateforme Mes Habilitations. C'est une plateforme qui va vous permettre, sans utiliser les formulaires papier, vous allez pouvoir gérer vos administrateurs techniques directement. Donc ça, c'est un usage qui est réservé évidemment au responsable de la structure ou alors à son mandataire. Voilà, il pourra se connecter sur cette plateforme Mes Habilitations et il pourra redéclarer de nouveaux administrateurs techniques si nécessaire pour gérer les certificats. Si vous voulez aller plus loin au niveau des certificats logiciels, je vous ai mis tout un tas de liens. Donc, vous avez une page Internet dédiée sur le site de l'ANS. Donc, elle est très bien faite. C'est très exhaustif. Vous avez absolument tout à disposition. Vous avez également des guides parce que là, je vous ai parlé des grandes règles, on va dire, des certificats. Mais sachez que pour chaque couloir, il y a des spécificités et qu'il y a des petites subtilités différentes en fonction des couloirs. Là, je vous ai parlé effectivement des grandes règles qui sont globales et qui s'appliquent à l'ensemble des couloirs, mais vous avez des petites spécificités, notamment le code avec lequel vous allez commander le certificat qui va différer. Parfois, c'est le finesse géo, parfois, c'est le finesse juridique, parfois, c'est le SIRET, parfois, c'est le SIREN. Donc, voilà, vous avez plusieurs possibilités, c'est le RPPS RAN parfois. Donc, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez des guides à disposition qui sont réalisés par l'ANS, donc par couloir, qui vous détaillent toutes ces spécificités. Et pour le médico-social et également le sanitaire, vous avez des parcours guidés qui sont à disposition. Je vous ai mis les liens également sur le sujet. Une fois que vous avez alimenté le DMP, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle le SI pilotage DMP. Donc attention, je l'ai mis en gras, mais c'est uniquement après avoir commencé à alimenter le DMP. Vous pouvez demander à avoir accès à ce qu'on appelle le SI pilotage DMP. Donc c'est un outil qui est mis à disposition par l'assurance maladie et qui vous permet de suivre vos alimentations DMP. Voilà, donc je vous encourage à, si ce n'est pas encore fait, demander l'accès à cet outil. Donc, je vous ai mis effectivement la procédure pour pouvoir avoir accès à cet outil. Vous avez juste à la suivre, tout simplement. Donc, vous écrivez à l'adresse mail que je vous ai mis juste ici avec les différentes informations pour pouvoir accéder derrière à cet outil. Au niveau de l'accompagnement qui est réalisé, donc sachez que vous avez une boîte à outils qui est à disposition sur le site de l'ANS qui est très bien faite. Vous allez retrouver tout un tas d'outils à disposition donc pour vous lancer dans l'aventure Mon Espace Santé, pour pouvoir former vos professionnels de santé, pour pouvoir leur donner de l'information et également pour pouvoir informer les usagers. Donc, n'hésitez pas à aller sur cette boîte à outils. Il y en a une dédiée par couloir en plus et vous allez retrouver des informations spécifiques en fonction de vos couloirs. Vous avez également un numéro, donc le 3608. Attention, ce numéro est spécifiquement dédié aux professionnels de santé et c'est un numéro si vous avez des soucis dans le cadre de l'utilisation du DMP spécifiquement. Donc attention, c'est un numéro spécifique professionnel de santé, le 3608. Au niveau de l'accompagnement de l'usager, il y a le site internet Mon Espace Santé, bien évidemment, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Vous avez également des campagnes de notification, des flyers, etc. Il y a également une aide en ligne à disposition. Et si les usagers ne trouvent pas de réponse, vous avez également un numéro. Donc là, c'est un numéro pour le coup spécifique usager. Attention, ce n'est pas un numéro pour les pros, à la différence du précédent, le 3608, qui est un numéro pour le DMP pour les pros. Là, c'est un numéro dédié pour les usagers pour l'utilisation de Mon Espace Santé. C'est le 3422. Voilà, que les usagers n'hésitent pas à appeler ce numéro s'ils ont des soucis dans l'utilisation de Mon Espace Santé. Il y a également un formulaire en ligne qui est à disposition.
Et vous pouvez également faire appel au réseau des ambassadeurs. Je vous encourage à faire appel à eux. Donc, le réseau des ambassadeurs, c'est un réseau régional qui est géré par une coordinatrice des ambassadeurs Mon Espace Santé, chez nous, qui est Muriel Arnoux. Donc, il y a une coordinatrice par région. Donc, vous pouvez faire appel à ces ambassadeurs qui sont des bénévoles. Vous pouvez d'ailleurs vous-même être ambassadeur. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Muriel si vous souhaitez être ambassadeur. Et ils peuvent organiser des événements dans vos établissements, si ce n'est peut-être pas déjà fait ou vous les avez peut-être déjà vus. Ils peuvent organiser des événements dans vos établissements pour présenter Mon Espace Santé aux usagers. Donc, voilà, donc ils mettent un stand en place, souvent sur une journée où ils vont parler de Mon Espace Santé aux usagers, présenter Mon Espace Santé aux usagers. Attention, veillez quand même d'abord à alimenter Mon Espace Santé avant de faire appel aux ambassadeurs pour organiser un événement, parce que si vous parlez de Mon Espace Santé dans votre établissement, mais que votre établissement n'alimente pas encore Mon Espace Santé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, effectivement. Voilà, je vous ai mis quelques adresses à disposition. N'hésitez pas à faire appel à ces adresses si vous avez différents problèmes, si vous avez des questions sur le Ségur au sens large. Il y a une adresse générique, c'est la première que je vous ai mis, donc pilotage. Si vous avez des questions sur l'identito, l'INS, vous avez l'adresse Grive. Si vous avez des questions autour de la cybersécurité, de la protection des données à caractère personnel, vous avez l'adresse CAPSI. Et pour le médico-social, il y a deux adresses. Pour les GRAP, vous avez l'adresse collectif SIMS-PACA. Et pour le programme ESMS numérique, vous avez également l'adresse programme.esms.numérique à disposition. J'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On est dans les temps. Alors désolé, j'ai perdu 2 petites minutes de retard parce qu'effectivement, on a eu des petits soucis de connexion, donc veuillez m'en excuser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis à votre disposition pour y répondre. Voilà, donc si vous avez des questions qui vous passent par la tête, alors j'ai déjà répondu à une question juste avant, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à me les poser. Je suis à votre disposition. Bon, si vous avez... Ah, peut-être une question, Caroline, allez-y. Parfait, pas de question. Bon, ça veut dire que j'ai été clair. J'espère en tout cas avoir été clair et vous avoir renseigné au maximum. Voilà, donc n'hésitez pas après si vous avez des questions a posteriori, vous avez les adresses que je vous ai fournies. Le support va vous être envoyé bien évidemment et le replay du webinaire également. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions a posteriori, des interrogations, à faire appel à ces adresses-là. Il y a nos collègues de l'assurance maladie, de l'ARS et du GRADE également qui sont derrière l'adresse pilotage Ségur. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel à cette adresse. Voilà, Julie, ma collègue, l'a mis dans le chat également, mais vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Je vous remercie de bien vouloir y répondre. C'est intéressant pour nous parce que ça nous permet de nous améliorer, d'éventuellement pousser de nouveaux sujets également qui pourraient vous intéresser. Donc, merci à vous pour le temps que vous passerez à compléter ce document. Voilà. Je vous dis merci et donc ça, ce sera le dernier webinaire du semestre. Les prochains webinaires, ce sera au semestre 2. Donc, en tout cas, les webinaires Mon Espace Santé reprendront à partir de septembre. Donc, ce sera un webinaire sanitaire en septembre et il sera suivi également donc, au second semestre par un webinaire médico-social. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et un excellent appétit puisqu'il est midi. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.